Lorsque mon petit-fils Léo est arrivé chez moi ce soir-là, quelque chose dans son visage m'a brisé le cœur avant même qu'il ne dise un seul mot. Ses yeux étaient gonflés, ses joues étaient tachées de larmes séchées et il tremblait comme s'il avait eu froid pendant des heures. Il s'est accroché à moi avec un désespoir que je n'avais jamais vu en 9 ans de sa vie. Ce n'était pas le câlin d'un enfant cherchant du réconfort. C'était le câlin de quelqu'un qui avait été abandonné. Il a chuchoté contre mon épaule, sa voix se brisant. « Mamie, ils ont mangé dans un restaurant cher pendant que j'attendais dans la voiture, affamé pendant 3 heures. Je n'ai pas posé de questions. Je n'avais pas besoin d'explications. J'ai pris mes clés, attrapé ma veste et suis sorti de ma maison avec une fureur que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. J'ai conduit les 20 minutes jusqu'à la maison de mon fils David, mes mains serrant le volant, sentant mon sang bouillir dans mes veines. Quand je suis arrivé, je n'ai pas frappé à la porte. Je suis entré directement en utilisant la clé que j'avais encore, la même qu'il m'avait donnée il y a des années, me disant que je serais toujours la bienvenue. Quelle ironie! Je les ai trouvés dans le salon, détendus sur le canapé, regardant la télévision comme si rien ne s'était passé. David avait un verre de vin à la main. Caroline, ma belle-fille, mangeait des chocolats d'une boîte chère que j'ai immédiatement reconnue. Il venait de ce magasin exclusif du centre-ville où chaque pièce coûte 15 $. Mon fils m'a regardé avec surprise. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, j'ai explosé. Je lui ai crié, lui demandant comment il osait laisser son fils de 9 ans enfermé dans une voiture pendant qu'il savourait un dîner qui coûtait probablement plus de 200 $. Caroline a posé les chocolats et m'a regardé avec une froideur qui m'a glacé le sang. Il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux. Il y avait de l'agacement. David s'est levé en essayant de me calmer, me disant que j'exagérais, que Léo allait bien, que ce n'était que quelques heures. Quelques heures, comme si cela rendait les choses meilleures, comme si laisser un enfant affamé et seul était acceptable parce que ce n'était pas 4 ou 5 heures. Je lui ai demandé s'il avait perdu la tête, s'il avait oublié ce que cela signifiait d'être un père. Caroline est intervenue avec cette voix douce et venimeuse qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Éléanore, je comprends votre inquiétude, mais c'est entre nous et notre fils. Nous n'avons pas besoin que vous veniez chez nous pour nous juger. » Quelque chose en moi a craqué à ce moment-là. Ce n'était pas seulement la froideur de ses mots. C'était la façon dont elle l'a dit, comme si j'étais une fouille-merde, comme si protéger mon petit-fils était un crime. Je lui ai dit que j'avais tous les droits du monde de les juger quand il traitait Léo comme s'il était une nuisance. David est devenu rouge de rage. Il m'a crié que c'était son fils, pas le mien, et que toutes les décisions qu'il prenait ne me regardaient pas. Caroline a acquiescé à côté de lui, les bras croisés, avec cette expression de suffisance qu'elle avait toujours eue. C'est alors que j'ai compris que cela n'avait pas été une erreur. Cela avait été intentionnel. J'ai exigé qu'il m'explique ce qui se passait. David a hésité, mais Caroline non. Avec un calme glaçant, elle m'a dit, « Léo a besoin d'apprendre que bientôt il ne sera plus le centre d'attention. Je suis enceinte de 3 mois et nous voulons qu'il s'habitue au fait que les choses vont changer. » Je n'avais plus d'air, enceinte. Et sa solution pour préparer un garçon de 9 ans était de le laisser seul dans une voiture pendant qu'il célébrait sans lui. Je leur ai demandé s'ils avaient perdu toute humanité, s'ils croyaient vraiment que faire en sorte que Léo se sente invisible le préparait à être un bon grand frère. Caroline a haussé les épaules. Cela a marché avec moi quand ma sœur est née. Mes parents m'ont appris que le monde ne tourne pas autour de moi. Et maintenant je suis une personne forte et indépendante. Forte et indépendante. Ces mots m'ont donné la nausée. Ce que je voyais devant moi n'était pas de la force. C'était de la cruauté déguisée en discipline. C'était une femme répétant le même mal qui lui avait été fait. Convaincu que c'était de l'amour, David a essayé d'adoucir la situation. Il m'a dit que peut-être ils étaient allés un peu trop loin, qu'ils avaient prévu d'apporter de la nourriture à la voiture pour lui, mais ils ont oublié parce qu'ils étaient si excités à parler du bébé. Ils ont oublié, comme si leur fils était quelque chose qui peut être oublié entre le plat principal et le dessert. J'ai dit à David que je l'avais élevé mieux que ça. Je lui ai dit de se souvenir de ce que c'était de grandir dans notre maison, où l'amour et l'attention ne manquaient jamais. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la honte pendant une seconde. Mais Caroline l'a tiré par le bras et cette étincelle s'est éteinte. Elle m'a dit que j'avais gâté David, que c'était pourquoi il était maintenant si doux avec Léo et qu'elle n'allait pas faire la même erreur avec ses enfants.
Comme si Léo ne comptait plus, comme si le garçon qu'elle avait porté dans ses bras, celui qu'elle avait appris à marcher, ne faisait plus partie de l'équation. Je les ai avertis que s'il faisait à nouveau quelque chose comme ça à Léo, je le prendrais pour vivre avec moi. David a ri amèrement et m'a dit que je n'avais aucun droit légal. Caroline a souri. C'est ce sourire qui m'a convaincu que c'était bien pire que ce que j'imaginais. J'ai quitté cette maison sachant que la bataille ne faisait que commencer. Je suis retourné chez moi où Léo m'attendait sur le canapé, serrant un coussin, les yeux fixés sur la porte. Quand il m'a vu, il a couru vers moi et a demandé si papa était en colère. Je lui ai caressé les cheveux et lui ai promis que personne ne lui ferait plus jamais de mal. Mais à l'intérieur, je ressentais une terrible peur parce que je connaissais mon fils, et je savais que Caroline avait plus de contrôle sur lui que je n'avais voulu l'admettre. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Léo est resté avec moi sans que David ne proteste trop, ce qui me semblait suspect. C'était comme s'ils étaient soulagés de l'avoir hors de la maison. Chaque matin, je l'emmenais à l'école et chaque après-midi, je le récupérais, observant comment les autres enfants couraient vers leurs parents tandis qu'il marchait vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un après-midi, alors que nous faisions nos devoirs ensemble à la table de la cuisine, je lui ai demandé attentivement si cette histoire de rester dans la voiture s'était déjà produite. Léo a arrêté d'écrire. Ses doigts se sont tendus autour du crayon et je l'ai vu déglutir avec difficulté. Il ne m'a pas regardé quand il a finalement parlé. Il m'a dit qu'il y a 3 semaines, ses parents étaient allés au cinéma sans lui. Il l'avait laissé à la maison avec l'excuse que le film était pour adultes, mais il a vu plus tard sur l'ordinateur de son père qu'ils avaient acheté des billets pour un film d'animation, un de ceux qu'il aime. Ils ont acheté du popcorn, des bonbons, des sodas, et ont probablement dépensé environ $80 pour une sortie en famille dont il avait été délibérément exclu. J'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. Je lui ai demandé s'il y avait plus. Léo a hoché la tête et les mots ont commencé à couler comme une rivière qui avait été retenue trop longtemps. Il m'a dit qu'il y a un mois, pour l'anniversaire de mariage de David et Caroline, ils étaient allés dans un hôtel de luxe pour le week-end. Jusque-là, normal. La chose étrange était qu'ils avaient emmené Léo mais l'avaient laissé dans la chambre d'hôtel à regarder la télévision pendant qu'il dînait au restaurant en bas, allait au spa et nageait dans la piscine. Le garçon a passé 2 jours entiers enfermé dans une chambre d'hôtel à manger ce qu'on lui apportait du service de chambre, à regarder les mêmes chaînes que d'habitude. Ses parents ne montaient que pour dormir tard le soir et partaient tôt le matin. Quand Léo a demandé s'il pouvait aller à la piscine avec eux, Caroline lui a dit qu'ils avaient besoin de temps en couple, qu'il était assez grand pour comprendre ça. Mes mains tremblaient pendant que j'écoutais. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas appelé, pourquoi il ne m'avait rien dit. Léo a baissé les yeux et a chuchoté que maman Caroline lui avait dit que s'il se plaignait à moi, il ne pourrait plus venir me voir, que j'étais vieille et n'avais pas besoin d'inquiétude, et que les enfants qui accusaient leurs parents finissaient dans des endroits où personne ne voulait d'eux. Des endroits où personne ne voulait d'eux. Une femme de 32 ans menaçant un garçon de 9 ans d'abandon total. J'ai ressenti une rage si profonde que j'ai dû me lever de table et marcher jusqu'à la fenêtre pour que Léo ne me voie pas trembler. J'ai pris plusieurs respirations profondes avant de me retourner. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était sa faute, qu'il n'avait rien fait de mal, et qu'il pourrait toujours compter sur moi. Léo a commencé à pleurer, non pas avec de gros sanglots, mais avec ces larmes silencieuses qui sont pires parce qu'elles signifient que l'enfant a déjà appris à souffrir en silence. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma fille Sarah. J'avais besoin de lui raconter ce qui se passait. J'avais besoin que quelqu'un d'autre dans la famille voie la folie que je voyais. Sarah m'a écouté en silence pendant les premières minutes, mais a ensuite commencé à défendre David. Elle m'a dit que peut-être j'étais trop dur, qu'élever des enfants était compliqué, que Caroline venait d'une famille différente avec des méthodes différentes. Je lui ai rappelé que laisser un enfant seul pendant des heures n'était pas une méthode, c'était de la négligence. Sarah a soupiré avec cette condescendance qui me rendait folle et m'a dit « Maman, David est mon frère. Je connais ses défauts, mais je sais qu'il aime Léo. Il traverse probablement une période difficile avec la grossesse. » La grossesse. Tout revenait à cette putain de grossesse. Comme si attendre un autre enfant était une justification pour détruire émotionnellement le premier. J'ai demandé à Sarah si elle se souvenait quand David était né si je l'avais jamais fait se sentir moins importante, moins aimée. Elle est restée silencieuse. Elle connaissait la réponse, mais elle ne voulait pas admettre que ce que David faisait n'avait pas d'excuse. Avant de raccrocher,
Sarah m'a averti de ne pas transformer cela en un plus grand conflit familial. Que David était déjà bouleversé avec moi pour l'avoir confronté chez lui, et que si je continuais à insister, je pourrais perdre complètement l'accès à Léo. Ces mots m'ont hanté pendant des jours. J'ai décidé d'enquêter par moi-même. J'ai appelé la maîtresse de Léo, Madame Miller, avec qui j'avais parlé de nombreuses fois lors de réunions scolaires. Je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de mon petit-fils ces derniers temps. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Elle m'a dit que Léo avait beaucoup changé au cours des 2 derniers mois. Avant, il était participatif, joyeux, toujours le premier à lever la main. Maintenant, il restait silencieux. Il dessinait pendant la récréation au lieu de jouer avec ses amis et à 2 reprises, il s'était endormi en classe. Quand on lui demandait s'il allait bien, il disait seulement qu'il était fatigué. Madame Miller m'a aussi dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. La semaine dernière, lors d'une activité où les enfants devaient dessiner leur famille, Léo s'est dessiné, moi et son chien. Il n'a pas inclus ses parents. Quand la maîtresse lui a demandé pourquoi, Léo a répondu, ils sont occupés avec des choses plus importantes. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise dans le salon, sentant tout le poids de la situation tomber sur mes épaules. Ce n'était pas juste un incident isolé. C'était un modèle systématique d'exclusion, de faire en sorte qu'un enfant se sente invisible dans sa propre famille. Et le pire, c'est que j'avais été si aveugle, si confiante que mon fils ne serait jamais capable de quelque chose comme ça. J'ai décidé qu'il était temps de parler à David face à face. Mais cette fois, sans crier, sans accusation qu'il pourrait utiliser contre moi. Je l'ai rencontré dans un café neutre, loin de chez lui et de Caroline. J'avais besoin qu'il m'écoute sans que sa femme ne lui chuchote à l'oreille quoi dire, quoi penser, quoi ressentir. Il est arrivé 15 minutes en retard avec sa cravate desserrée et des cernes sous les yeux. Il s'est assis en face de moi et a commandé un café sans me regarder dans les yeux. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant parce que je le voyais toujours à travers mes souvenirs du garçon qu'il avait été, pas de l'homme qu'il était devenu. J'ai commencé calmement. Je lui ai dit que nous devions parler de Léo, de ce qui se passait vraiment. David a soupiré comme si j'étais un fardeau épuisant et m'a réprimandé. Maman, je sais déjà ce que tu vas dire. J'ai déjà parlé à Caroline et nous sommes d'accord pour dire que tu as tout exagéré. Léo va bien. C'est juste un enfant dramatique qui t'a manipulé. Un enfant dramatique. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je lui ai demandé s'il croyait vraiment que son fils de 9 ans était capable d'inventer de vraies larmes, de simuler ce niveau de douleur. David a haussé les épaules et a bu son café. Les enfants exagèrent. Maman, tu sais ça. Léo a probablement mal compris la situation. Mal compris. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les messages que Madame Miller m'avait envoyés ce matin-là, décrivant le comportement de plus en plus replié de Léo. Je lui ai montré le dessin qu'elle m'avait photographié, où mon petit-fils s'était dessiné seul avec moi et le chien sans ses parents. David a regardé l'image pendant de longues secondes et quelque chose a traversé son visage, quelque chose comme de la culpabilité. Mais il l'a écrasé rapidement. Il m'a dit que les enfants dessinaient des choses étranges tout le temps, que cela ne signifiait rien, que Léo était probablement en colère ce jour-là parce qu'il ne lui avait pas acheté quelque chose qu'il voulait. Chaque excuse était plus faible que la précédente. Mais David s'y accrochait comme à des gilets de sauvetage. Je lui ai rappelé le restaurant, les 3 heures dans la voiture. David a secoué la tête. Ce n'était pas 3 heures, maman. C'était comme 1h30, maximum 2. Et nous lui avons laissé l'iPad avec des données illimitées. Il ne souffrait pas. Il regardait des vidéos. J'avais l'impression de me noyer. Je lui ai demandé s'il ne voyait vraiment pas le problème. S'il pensait vraiment que laisser un enfant affamé dans une voiture était acceptable, tant que sa justification était qu'il avait des divertissements numériques. David s'est frotté le visage avec les 2 mains et m'a finalement regardé. Maman, tu vas être de nouveau grand-mère. Tu devrais être heureuse pour nous. Au lieu de cela, tu transformes tout en drame. Caroline est stressée par la grossesse. Elle a des nausées constantes. Elle est sensible. La dernière chose dont elle a besoin, c'est que tu l'attaques. C'était ça. La vraie raison. Il ne s'agissait pas du tout de Léo. Il s'agissait de protéger Caroline,
de la garder heureuse, de s'assurer que rien ne perturbait sa grossesse parfaite. Je lui ai demandé quand il avait cessé d'être le père de Léo pour devenir seulement le mari de Caroline. David s'est raidi. Il m'a dit que je n'avais pas le droit de remettre en question son mariage, que Caroline était une excellente mère, et que si je ne pouvais pas le voir, le problème était le mien. Je lui ai alors demandé pourquoi une excellente mère menacerait son fils de lui retirer sa grand-mère s'il se plaignait. La couleur a quitté son visage. Caroline ne ferait jamais ça, a-t-il dit. Mais sa voix tremblait. J'ai expliqué exactement ce que Léo m'avait dit, mot pour mot. David a secoué la tête à plusieurs reprises, comme s'il pouvait effacer la vérité avec ce mouvement. Léo invente des choses. Caroline est stricte, oui, mais elle ne le menacerait jamais comme ça. Je lui ai demandé s'il avait déjà envisagé que peut-être il ne connaissait pas sa femme aussi bien qu'il le pensait. Que peut-être la femme qu'elle était avec lui n'était pas la même qu'elle était avec Léo quand personne d'autre ne regardait. David s'est levé brusquement. La chaise a grincé sur le sol. Assez, maman. C'est fini. Léo peut rester avec toi cette semaine, mais le week-end prochain il rentre à la maison. Et si tu continues à interférer dans nos décisions en tant que parent, je vais devoir limiter tes visites. Limiter mes visites. La menace planait dans l'air entre nous. Je suis restée assise à le regarder. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas reconnu l'homme devant moi. Ce n'était pas le garçon que j'avais élevé. Celui qui pleurait en voyant des films tristes. Celui qui sauvait les insectes pour les sortir de la maison au lieu de les tuer. C'était quelqu'un qui avait appris à éteindre son empathie pour plaire à quelqu'un d'autre. Il est parti sans dire au revoir. Je suis resté là avec le café froid devant moi, sentant ma gorge se serrer. J'ai payé et suis sorti dans la rue où le bruit de la circulation m'a frappé comme une vague. Je suis allé à ma voiture et me suis assise au volant sans la démarrer, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon fils avait choisi, et il ne m'avait pas choisi. Pire encore, il n'avait pas choisi Léo. Cet après-midi-là, quand j'ai récupéré mon petit-fils à l'école, il m'a serré plus fort que jamais. Il m'a demandé si papa était toujours en colère. Je lui ai menti. Je lui ai dit que tout irait bien, que papa avait juste besoin de temps pour réfléchir. Mais Léo m'a regardé avec des yeux beaucoup trop sages pour son âge et a chuchoté, « Tu n'as pas besoin de me mentir, mamie. Je sais que papa choisira toujours maman Caroline. » La clarté avec laquelle il l'a dit m'a détruite. Un enfant de 9 ans ne devrait pas connaître cette vérité sur son propre père. Il n'aurait pas dû apprendre que dans la hiérarchie de sa famille, il occupait la dernière place. Quand nous sommes rentrés à la maison, Léo est allé directement dans la chambre d'amis. Il l'avait transformé en son espace temporaire. Je l'ai entendu fermer la porte d'un doux clic. Il n'a pas pleuré. Il n'a fait aucun bruit. Ce silence était pire que n'importe quel cri. Je me suis assise dans la cuisine et j'ai rappelé Sarah. J'avais besoin de lui faire comprendre la gravité de tout cela. Mais quand je lui ai raconté ma conversation avec David, sa réponse m'a laissé glacé. Maman, je pense que tu exagères tout parce que tu as du mal à accepter que David n'ait plus besoin de toi. Il a sa propre famille maintenant. Sa propre famille. Comme si Léo ne faisait pas partie de cette famille. Comme si j'étais jalouse au lieu d'être inquiète. J'ai dit à Sarah qu'elle était aussi aveugle que son frère et j'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Je suis resté seul dans cette cuisine avec le poids de l'impuissance qui m'écrasait la poitrine. J'avais élevé 2 enfants. Je les avais aimés, protégés, appris à distinguer le bien du mal. Et maintenant l'un d'eux détruisait son propre fils pendant que l'autre le défendait. Cette nuit-là, j'ai examiné mes finances. Si David mettait sa menace à exécution, s'il essayait de me prendre Léo, j'aurais besoin d'un avocat. Les avocats spécialisés en droit de la famille facturaient entre 2 cents et 400 $ l'heure. J'avais des économies, ma pension, la maison payée. Je pouvais me battre légalement si nécessaire. Mais la partie la plus sombre de mon esprit me chuchotait quelque chose de terrible. Et si je perdais ? Et si un juge décidait que les droits parentaux étaient absolus même lorsque ses parents causaient du tort ? Et si Léo finissait piégé dans cette maison, se sentant invisible, sans personne pour le protéger ? Je me suis versé un verre d'eau et l'ai bu, debout près de la fenêtre, regardant la rue vide. Les réverbères créaient des flaques jaunes sur le trottoir. Une tempête approchait.
Je pouvais la sentir dans l'air. Je suis monté voir Léo. J'ai ouvert la porte doucement et l'ai trouvé endormi, serrant l'oreiller comme si c'était la seule chose solide dans son monde. Je me suis approché et j'ai ajusté la couverture. Sur sa table de nuit, j'ai vu un morceau de papier plié. Je l'ai pris et l'ai ouvert. C'était une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Elle disait, « Cher papa, je promets d'être meilleur pour que tu m'aimes plus que le nouveau bébé. Je vais avoir de meilleures notes, et je ne te demanderai plus rien. Juste ne m'oublie pas, ton fils, Léo. » Les larmes que j'avais retenues toute la journée ont finalement jailli. Je me suis assise par terre à côté de son lit avec cette lettre dans les mains et j'ai pleuré en silence pour le garçon qui croyait qu'il devait gagner l'amour de son propre père. Vendredi est arrivé trop vite. David est apparu à ma porte à 6 heures du soir, ponctuel comme il l'avait toujours été pour les choses qui lui convenaient. Il est venu seul sans Caroline, ce qui me semblait lâche. Léo était dans sa chambre en train de faire sa valise avec une lenteur douloureuse, comme si chaque vêtement qu'il pliait était un adieu. J'ai ouvert la porte et David est entré sans me saluer. Il a crié le nom de Léo et mon petit-fils est apparu dans le couloir avec son sac à dos pendu à une épaule, traînant les pieds. Il n'a pas couru embrasser son père comme il le faisait avant. Il est resté là, attendant des instructions comme un soldat résigné. David lui a ébouriffé les cheveux avec une fausse joie. Prêt à rentrer à la maison, champion? Maman a préparé ton plat préféré. Léo a hoché la tête sans rien dire. J'ai vu comment il a serré les bretelles de son sac à dos jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. Avant qu'il ne puisse partir, je me suis planté devant David. Je lui ai dit que nous devions établir des règles claires, que Léo m'appellerait tous les jours, que je viendrais le chercher les mercredis après l'école pour passer l'après-midi ensemble, et qu'au premier signe que quelque chose n'allait pas, je viendrais le chercher sans prévenir. David m'a regardé avec ce mélange d'irritation et d'épuisement qui était devenu son expression permanente. Maman, tu ne vas pas dicter comment nous élevons notre fils. Léo peut t'appeler quand il veut, mais pas tous les jours. Et pour les mercredis, nous déciderons cela en fonction de notre emploi du temps. J'ai soutenu son regard sans ciller. Je lui ai dit que s'il n'acceptait pas ces conditions minimales, Léo n'allait nulle part. David a laissé échapper un rire sec et amer. Tu n'as aucune autorité légale pour le garder. Si tu ne me le donnes pas tout de suite, je vais appeler la police. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Mon propre fils me menaçant de la police pour protéger mon petit-fils. J'ai regardé Léo, dont les yeux étaient pleins de larmes contenues, et j'ai su que je ne pouvais pas le transformer en champ de bataille d'une guerre juridique. Pas encore. Je me suis accroupi devant Léo et je l'ai serré fort dans mes bras. Je lui ai chuchoté à l'oreille de m'appeler chaque fois qu'il en aurait besoin, à tout moment, et que je viendrais le chercher quoi qu'il arrive. Léo a hoché la tête contre mon épaule et s'est accroché à moi quelques secondes de plus avant de me lâcher. Je les ai vus partir de la porte. Léo s'est retourné 3 fois avant de monter dans la voiture. David ne m'a pas regardé une seule fois. Lorsque la voiture a disparu au coin de la rue, j'ai fermé la porte et je me suis appuyé dessus, sentant un vide immense dans ma poitrine. Les 2 semaines suivantes furent une agonie. Léo m'a appelé exactement 4 fois. Des conversations toujours courtes et tendues où j'entendais Caroline en arrière-plan demander à qui il parlait. Mon petit-fils avait appris à utiliser un code. Quand il disait que tout allait bien et qu'il avait eu une journée normale, cela signifiait que les choses allaient mal, mais qu'il ne pouvait pas parler librement. J'ai essayé de coordonner les après-midi du mercredi, mais Caroline avait toujours une excuse, Léo avait un examen le lendemain et devait étudier. Qu'ils avaient un rendez-vous chez le médecin, qu'ils avaient prévu une activité familiale. Une activité familiale qui, selon ce que Léo m'a dit plus tard, lors d'un rapide appel depuis les toilettes de l'école, consistait pour eux à aller chez le médecin pour l'échographie du bébé pendant qu'il restait dans la salle d'attente pendant 2 heures. Une nuit à 23h30, mon téléphone a sonné. C'était Léo qui pleurait si fort que je pouvais à peine comprendre ce qu'il disait. Entre 2 sanglots, il m'a dit que Caroline avait transformé sa chambre en chambre de bébé. Ils avaient déménagé toutes ses affaires dans une pièce plus petite au bout du couloir sans lui demander, sans le lui dire. Il est rentré de l'école et son espace n'existait plus. Quand il a protesté, Caroline lui a dit que le bébé avait besoin de la grande chambre parce qu'elle allait avoir plus de choses et qu'il était assez grand pour avoir une petite chambre. David était présent, mais il n'a rien dit. Il a juste détourné le regard pendant que sa femme détruisait le dernier refuge de son fils dans cette maison.
J'ai demandé à Léo s'il voulait que je vienne le chercher tout de suite. Il y a eu un long silence où je n'ai entendu que sa respiration haletante. Finalement, il a chuchoté non. Que papa se mettrait très en colère et que les choses empireraient. Il m'a promis qu'il tiendrait bon jusqu'au week-end où il était censé venir me voir. J'ai raccroché et je me suis assise dans l'obscurité de ma chambre, ressentant une impuissance qui me rongeait. Mon petit-fils souffrait et mes mains étaient liées, paralysées par les menaces légales et la peur d'aggraver les choses. Le samedi, je les ai attendus à 10 heures du matin comme il l'avait promis. 10, 11, midi. À 13 heures de l'après-midi, j'ai appelé David. Il m'a envoyé directement sur sa messagerie vocale. Je lui ai écrit des messages. Rien. J'ai appelé Sarah, la suppliant de contacter son frère. Elle m'a dit qu'elle l'avait vu ce matin-là au supermarché avec Caroline acheter des choses pour le bébé et qu'ils avaient l'air heureux. À 15 heures de l'après-midi, David a finalement répondu par un bref message. Quelque chose est arrivé. Léo ne peut pas y aller aujourd'hui. Peut-être la semaine prochaine. P. Huêtre. Comme si voir sa grand-mère était un privilège qu'il pouvait accorder ou refuser à leur convenance. Je l'ai appelé immédiatement, furieuse. Cette fois, il a répondu. J'ai exigé de parler à Léo. David a soupiré d'exaspération et m'a dit que Léo était puni parce qu'il avait fait une crise de colère quand il lui avait dit qu'il ne pouvait pas venir me voir, qu'il avait crié et pleuré comme un bébé, et qu'il devait apprendre que ce comportement n'était pas acceptable. Je lui ai demandé ce qu'il attendait d'un garçon de 9 ans quand ils annulaient quelque chose qu'il attendait toute la semaine. David m'a coupé avant que je puisse finir. Voilà le problème, maman. Tu le gâtes trop. Caroline a raison. Tu l'as gâté et maintenant nous devons faire face aux conséquences. Caroline a raison. Ces 3 mots résumaient tout. Caroline avait toujours raison. Caroline était la sage. Caroline savait mieux que quiconque comment élever Léo malgré le fait que le garçon était de plus en plus replié, plus triste, plus brisé. J'ai dit à David qu'il faisait la pire erreur de sa vie, qu'un jour Léo grandirait et réaliserait qu'il avait choisi Caroline plutôt que lui encore et encore. David a ri. Un rire froid que je ne reconnaissais pas. Léo comprendra quand il sera père. Il comprendra que parfois il faut prendre des décisions difficiles et fixer des limites. Limites. Quel mot pratique pour justifier la cruauté. Cet après-midi-là, je suis allé chez lui quand même. J'ai sonné à la porte pendant 5 minutes jusqu'à ce que Caroline ouvre enfin. Elle portait une robe de chambre en soie rose pâle qui coûtait probablement plus de $300 et ses cheveux étaient parfaitement coiffés malgré que ce soit samedi. Elle m'a regardé avec ce dédain qu'elle avait perfectionné. Éléanore. David m'a dit que vous viendriez. Léo est puni et ne peut pas recevoir de visiteurs. Veuillez respecter nos décisions en tant que parents. Je lui ai demandé depuis quand voir grand-mère était considérée comme une visite qui pouvait être interdite comme punition. Caroline a souri et ce sourire avait du poison pur. Depuis que grand-mère a décidé de se retourner contre nous et d'apprendre à l'enfant qu'il peut nous manipuler en pleurant. J'ai essayé de passer mais elle a bloqué l'entrée avec son corps. Derrière elle, je pouvais voir David dans les escaliers regardant la scène mais sans bouger. Je lui ai crié de descendre pour me parler comme un homme. Il est resté là comme un spectateur de sa propre vie. Caroline m'a claqué la porte au nez, littéralement. Le bruit a résonné dans mes oreilles pendant que je restais là sur le porche comme une idiote. J'ai de nouveau frappé. Personne n'a ouvert. J'ai crié le nom de Léo. Rien. J'ai frappé à la porte avec mes poings jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Une voisine est sortie de la maison d'à côté et m'a demandé si tout allait bien. J'ai dû ravaler l'humiliation et lui dire oui, que c'était juste un malentendu familial. Elle m'a regardé avec pitié avant de rentrer chez elle. Je suis retourné à ma voiture et je me suis assise là, regardant cette maison où mon petit-fils était piégé avec des gens qui le détruisaient morceau par morceau. J'ai vu un rideau bouger au 2e étage. C'était la fenêtre de ce qui avait été la chambre de Léo. Maintenant, c'était la chambre du bébé qui n'était même pas né. Pendant que mon petit-fils avait été relégué à un espace oublié, j'ai démarré la voiture, sentant quelque chose de nouveau grandir en moi. Ce n'était plus seulement de l'inquiétude ou de la peur. C'était de la détermination, une certitude froide et claire que cela n'allait pas rester comme ça. Si David et Caroline voulaient la guerre, ils l'auraient. Mais cette fois, j'allais me battre avec les bonnes armes.
Je me suis rendu directement au cabinet d'avocat que j'avais recherché la semaine précédente. C'était samedi, mais l'avocate, une femme nommée Kate Bennett, avait accepté de me rencontrer dans son bureau. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, chaque détail, chaque incident, chaque appel désespéré de Léo, elle a pris des notes sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Je lui ai demandé de quoi elle avait besoin alors. Kate s'est penchée en arrière sur sa chaise et a commencé à m'expliquer. Kate a expliqué que nous devrions tout documenter. Appels, messages, témoignages de l'enseignante, dossiers médicaux si Léo montrait des signes d'anxiété ou de dépression, toute preuve démontrant un schéma de négligence. Elle m'a dit que le processus pourrait prendre des mois, coûter entre 8 000 et 15 000 $, et que même dans ce cas, il n'y avait aucune garantie. Mais elle m'a aussi dit autre chose, que si la situation s'aggravait, s'il y avait un incident grave, nous pourrions demander la garde temporaire d'urgence. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit pendant que je signais le contrat de représentation et lui remettais un chèque de 3 000 $ à titre d'acompte. J'ai quitté ce bureau avec un plan, mais aussi avec un nœud à l'estomac. Je poursuivais mon propre fils. La femme qui l'avait mis au monde, qui avait passé des nuits éveillées à prendre soin de lui quand il était malade, qui avait travaillé 2 emplois pour lui donner une bonne éducation, le traînait maintenant en justice. Les jours suivants furent un enfer de silence. David ne répondait pas à mes messages. Léo a complètement arrêté d'appeler. Sarah m'a laissé un message vocal où elle m'a dit d'une voix tremblante que David lui avait parlé de l'avocate et qu'il était dévasté. Comment pouvais-je faire ça à mon propre fils? Que je détruisais la famille. Détruire la famille. Comme si la famille n'était pas déjà détruite. Comme si Léo n'importait pas dans cette équation. Mardi après-midi, j'ai reçu un appel de l'école. C'était Madame Miller, et sa voix semblait inquiète. Elle m'a dit que Léo avait fait une crise pendant le cours d'éducation physique. Il avait commencé à pleurer sans raison apparente et ne pouvait pas se calmer. L'infirmière scolaire a dû appeler ses parents, mais aucun n'a répondu. J'étais le contact d'urgence secondaire. Je suis arrivé à l'école en 15 minutes. J'ai trouvé Léo dans le bureau de l'infirmière assis sur un lit de camp, les yeux rouges et gonflés, serrant ses genoux. Quand il m'a vu, quelque chose en lui s'est complètement brisé. Il s'est jeté dans mes bras, pleurant avec un désespoir qui m'a brisé le cœur. Entre deux sanglots, il m'a raconté ce qui s'était passé. Ce matin-là, avant d'aller à l'école, il avait entendu Caroline et David parler dans la cuisine. Caroline disait que lorsque le bébé serait né, ils auraient besoin de l'aide d'une nounou à plein temps, quelqu'un qui resterait à la maison. Pour cela, ils allaient aussi avoir besoin de la chambre de Léo. Alors, ils envisageaient de l'envoyer dans un internat. Un internat. Mon petit-fils de 9 ans envoyé loin de chez lui parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la vie de ses parents. David avait dit que c'était peut-être trop drastique, mais Caroline insistait. Elle disait qu'elle connaissait un excellent internat à 2 heures de là où ils acceptaient les enfants à partir de la 3e année, que Léo pourrait rentrer un week-end par mois et que cela lui apprendrait l'indépendance et la discipline. Léo était resté figé dans les escaliers, écoutant ses parents planifier son exil. Il était allé à l'école, portant ce poids sur les épaules de son enfant. Et quand en EPS, la maîtresse leur a demandé de courir. Quelque chose en lui a simplement cédé. Il s'est arrêté au milieu du terrain et a commencé à pleurer, incapable de contenir toute la douleur accumulée. L'infirmière, Madame Patricia, m'a regardé avec des yeux pleins de compassion. Elle m'a dit à voix basse que ce n'était pas normal, qu'un enfant de cet âge ne devrait pas être soumis à autant de stress émotionnel. Elle m'a suggéré d'emmener Léo chez un psychologue pour enfants dès que possible. J'ai demandé à Léo s'il voulait rentrer chez ses parents ou venir avec moi. La réponse est venue sans hésitation. Avec toi. Mamie, s'il te plaît, ne me force pas à retourner là-bas. J'ai signé les papiers pour le retirer de l'école et je l'ai emmené chez moi. En chemin, Léo n'a pas dit un mot. Il a juste regardé par la fenêtre avec des yeux perdus comme s'il était sous le choc. Quand nous sommes arrivés, je l'ai emmené directement dans la chambre qu'il considérait comme la sienne, lui ai préparé un chocolat chaud et me suis assise à côté de lui. Je lui ai promis que je ne le laisserais pas seul, que nous allions résoudre cela ensemble. Léo m'a regardé avec ses yeux fatigués et m'a demandé quelque chose que je n'oublierai jamais. Mamie, pourquoi papa ne m'aime plus? Que ai-je fait de mal? Ma gorge s'est serrée. Je lui ai dit qu'il n'avait rien fait de mal.
que parfois les adultes se perdent et prennent de mauvaises décisions, mais que cela n'avait rien à voir avec lui, qu'il était parfait tel qu'il était. Léo a hoché la tête. Mais je pouvais voir sur son visage qu'il ne me croyait pas tout à fait. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi épuisé par tant de pleurs, j'ai appelé Kate. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle m'a dit de tout documenter. L'appel de l'école, le témoignage de l'infirmière, l'état émotionnel de Léo. Elle m'a dit que cela pourrait être suffisant pour demander la garde temporaire d'urgence. À 22 heures, David est apparu à ma porte. Il n'a pas frappé. Il a utilisé son ancienne clé et est entré comme un ouragan, criant mon nom. Je l'ai trouvé dans le salon, le visage rouge de fureur. Il a exigé que je lui rende son fils immédiatement. Je lui ai dit calmement que Léo dormait et que je n'avais pas l'intention de le réveiller. David a avancé vers les escaliers, mais je me suis mis en travers de son chemin. Je l'ai averti que s'il montait et effrayait ce garçon, j'appellerais la police. David s'est arrêté, tremblant de rage. Il m'a crié qu'il allait me poursuivre pour enlèvement, qu'il allait me faire arrêter, que je ne reverrais plus jamais Léo. J'ai répondu d'aller de l'avant, d'appeler qui il voulait, mais que Léo ne retournerait pas dans cette maison tant que lui et Caroline n'apprendraient pas à le traiter comme un fils et non comme une nuisance. C'est alors que David a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. C'est ta faute. Tu l'empoisonnes contre nous. Tu lui mets des idées dans la tête. Léo allait bien jusqu'à ce que tu commences à le remplir de ton poison. Je lui ai demandé s'il croyait vraiment cela. S'il pensait vraiment qu'un garçon de 9 ans avait besoin que quelqu'un lui dise qu'il était blessé pour s'en rendre compte. David a hésité, mais son orgueil ne l'a pas laissé reculer. Caroline est entrée à ce moment-là. Elle devait attendre dans la voiture. Elle est venue avec cette expression de supériorité morale que je détestais tant. Elle m'a dit qu'ils avaient aussi parlé à un avocat, qu'ils avaient tous les droits légaux de leur côté et que je n'en avais aucun. Je lui ai souri. C'était un sourire triste mais ferme. Je lui ai dit que peut-être ils avaient la loi de leur côté, mais que j'avais quelque chose de plus important. J'avais la vérité. Et la vérité était qu'ils détruisaient leur fils par pur égoïsme. Caroline est devenue pâle. David a essayé de parler, mais je l'ai interrompu. Je leur ai dit que Léo avait entendu leur conversation sur le pensionnat. J'ai vu la couleur quitter le visage de David. Caroline, en revanche, est restée ferme. Elle a levé le menton et a dit, c'était juste une conversation exploratoire. Nous n'avions rien décidé. Je lui ai demandé comment un garçon de 9 ans était censé comprendre cette différence, comment il était censé dormir paisiblement, sachant que ses parents envisageaient même de l'envoyer loin. Le silence qui a suivi fut assourdissant. David a finalement parlé d'une voix brisée. Nous avons besoin d'espace, maman. Avec le bébé qui arrive, les choses vont être difficiles. Nous pensions que Léo serait peut-être mieux dans un environnement structuré avec d'autres enfants. Loin de tout ce conflit, loin de tout ce conflit. C'était leur façon de dire, loin de nous. Je leur ai dit que s'ils voulaient de l'espace, parfait. Léo resterait avec moi et ils auraient tout l'espace du monde pour se préparer à leur nouveau bébé. Quand ils seraient prêts à être parents pour les 2 enfants, nous pourrions parler. Caroline a explosé. Elle m'a crié que j'étais une manipulatrice, que j'utilisais Léo comme une arme, que je voulais seulement les séparer parce que je ne supportais pas que David ait sa propre famille. J'ai répondu avec un calme que je ne me connaissais pas. Caroline, si vous appelez famille ce que vous construisez sur la souffrance d'un enfant, alors en effet, je ne supporte pas ce genre de famille. David a pris Caroline par le bras avant qu'elle ne puisse répondre. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la douleur ou de la haine. Je n'étais plus sûr de pouvoir distinguer les deux chez mon propre fils. Il m'a dit que j'allais le regretter, que je faisais une terrible erreur. Je lui ai dit que la seule terrible erreur était celle qu'il commettait chaque jour en choisissant la voie facile plutôt que son fils. Qu'un jour, quand il serait trop tard, il réaliserait ce qu'il avait perdu. Et ce jour-là, je serais là pour Léo, ramassant les morceaux d'un garçon brisé qu'ils avaient jeté. Ils sont partis sans en dire plus. J'ai entendu la voiture s'éloigner dans la nuit et je me suis laissé tomber sur le canapé, tremblant. J'avais franchi un point de non-retour. La relation avec mon fils était brisée. Sarah me haïrait probablement aussi pour avoir divisé la famille. Mais quand je suis monté et que j'ai vu Léo dormir paisiblement pour la première fois depuis des semaines, j'ai su que j'avais pris la bonne décision.
Le lendemain matin, Kate a déposé la demande de garde temporaire d'urgence. Nous avons inclus le témoignage de l'école, les messages, les appels, tout. Le juge nous a accordé une audience pour la semaine suivante. La semaine précédant l'audience fut la plus longue de ma vie. David a engagé un avocat cher, un de ceux qui facturent $500 leur et porte des costumes qui coûtent plus que le loyer mensuel d'un appartement. Kate m'a averti qu'ils allaient essayer de me dépeindre comme la grand-mère intrusive qui manipulait l'enfant, tandis qu'ils se présenteraient comme des parents aimants injustement attaqués. Sarah est finalement venue me voir jeudi. Elle est arrivée avec un visage tendu et des yeux fatigués. Elle s'est assise en face de moi dans la cuisine et pendant de longues minutes n'a rien dit. Elle a juste regardé sa tasse de café sans y toucher. Finalement, elle a parlé. « Maman, David est brisé. Il dit que tu lui as pris son fils. Caroline pleure tout le temps à cause du stress et ils sont inquiets que cela affecte le bébé. Je lui ai demandé si elle avait parlé à Léo, si elle lui avait demandé comment il se sentait dans tout ça. Sarah a détourné le regard. Je lui ai parlé au téléphone. Il dit qu'il va bien ici avec toi, mais ce n'est qu'un enfant. Maman, les enfants ne savent pas toujours ce qui est le mieux pour eux. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai dit à Sarah de monter voir son neveu, de le regarder dans les yeux, et de me dire si elle voyait un enfant manipulé ou un enfant qui pouvait enfin respirer. Sarah est restée silencieuse, jouant avec la tasse. Je lui ai alors tout dit ce que je ne lui avais pas dit auparavant. Chaque détail, chaque incident, chaque appel désespéré. Je lui ai parlé de la lettre que Léo avait écrite promettant d'être meilleur pour gagner l'amour de son père. Je lui ai parlé des 3 heures dans la voiture, de la chambre volée, de la conversation sur le pensionnat. Sarah écoutait, son visage devenant plus pâle. Quand j'ai terminé, elle avait les larmes aux yeux. Elle a chuchoté, je ne savais pas que c'était si grave. David m'a dit que tu exagérais tout, que Léo était juste dramatique parce qu'il était jaloux du bébé. Je lui ai demandé si elle croyait vraiment que son frère était incapable de lui mentir, de minimiser ses propres erreurs pour paraître bien. Sarah a couvert son visage de ses mains. C'est mon frère, maman. C'est difficile de croire qu'il est capable de blesser son propre fils comme ça. Je lui ai dit que je ne voulais pas le croire non plus, que j'avais passé des semaines à le nier, mais que les preuves étaient là, me criant au visage. Qu'elle pouvait choisir de croire les mots lisses de David ou les yeux effrayés de Léo. Sarah s'est levée et a monté les escaliers sans rien dire de plus. Je l'ai retrouvée 10 minutes plus tard dans la chambre de Léo. Mon petit-fils lui montrait des dessins qu'il avait faits à l'école. Sarah les regardait en silence, et je pouvais voir le moment exact où elle a tout compris. Un des dessins montrait une maison avec 2 grandes figures à l'intérieur et une petite figure à l'extérieur. Sous la pluie, Léo avait écrit en bas « Moi qui attends ». Sarah est sortie de la pièce les yeux rouges. Elle m'a serré dans le couloir et a chuchoté « Je suis désolée, maman. J'aurais dû t'écouter dès le début. » Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser. J'avais besoin qu'elle témoigne à l'audience. Elle a hoché la tête sans hésiter. Le jour de l'audience est arrivé comme une tempête inévitable. Kate m'avait préparé à tout. Les questions difficiles, les accusations, les tentatives de me faire passer pour la méchante. Mais rien ne m'avait préparé à voir David entrer dans cette salle avec Caroline à son bras. Tous deux habillés comme pour un mariage, son ventre de 5 mois parfaitement accentué par une robe de couleur crème qui devait coûter plus de $400. Leur avocat, un homme nommé Monsieur Sterling, a commencé à peindre un tableau parfait. Des parents travailleurs, aimants, attendant avec impatience l'arrivée de leur 2e enfant tout en essayant de gérer la jalousie naturelle du premier. Selon sa version, j'avais profité de la situation pour aliéner Léo de ses parents, le remplissant de mensonges et de ressentiments. Quand ce fut mon tour de témoigner, mes mains tremblaient, mais ma voix est restée ferme. J'ai tout raconté, les appels tard le soir, les 3 heures dans la voiture, la chambre volée, la conversation sur le pensionnat. Monsieur Sterling a essayé de m'interrompre plusieurs fois, mais le juge, une femme sérieuse nommée Madame Stevens, lui a ordonné de se taire et de me laisser parler. Quand j'ai fini mon témoignage, ils ont fait venir Madame Miller. Elle a décrit le changement radical de comportement de Léo, la crise en EPS, le dessin où il s'était exclu de sa famille. Monsieur Sterling a essayé de discréditer son témoignage, disant que les professeurs n'étaient pas des psychologues qualifiés pour évaluer les situations familiales. Puis Sarah est entrée. Il ne s'y attendait pas.
David a pâli en voyant sa sœur marcher vers la barre des témoins. Monsieur Sterling a protesté, disant qu'elle n'était pas sur la liste des témoins, mais Kate a expliqué qu'elle était un témoin de dernière minute avec des informations pertinentes. Sarah a regardé David dans les yeux avant de commencer à parler. Sa voix tremblait, mais elle n'a pas arrêté. Elle a raconté comment elle avait défendu son frère au début, comment elle avait cru à sa version. Mais ensuite elle a parlé de sa visite chez moi, des dessins de Léo, de la conversation qu'elle avait eue avec son neveu, où le garçon a avoué qu'il faisait des cauchemars, où ses parents oubliaient de venir le chercher à l'école et il restait seul dans un bâtiment vide pour toujours. David a crié de son siège qu'elle était une traîtresse. Le juge a frappé du marteau et l'a averti qu'un autre éclat comme celui-là et il serait expulsé de la salle. Caroline pleurait, mais il y avait quelque chose de calculé dans ses larmes. Quelque chose de performatif que le juge semblait également remarquer. Maître Sterling a appelé David à témoigner. Mon fils a pris la barre avec cette posture d'homme offensé, de victime incomprise. Il a parlé de la difficulté qu'ils avaient eue à gérer la grossesse pendant que je le sabotais. Il a dit que Léo était confus par mon influence, qu'avant mon intervention, tout allait bien dans sa famille. Kate s'est levée pour le contre-interrogatoire. Elle a interrogé David sur la nuit au restaurant. Il a tout minimisé. Ce n'était pas 3 heures, mais 2. Léo avait l'iPad. Il n'avait pas froid parce que c'était l'été. Kate lui a demandé s'il lui avait donné à manger. David a hésité. J'allais lui apporter quelque chose, mais nous avons perdu la notion du temps. Kate a demandé comment ils pouvaient perdre la notion du temps alors que leur fils les attendait affamés. David n'avait pas de réponse. Puis elle a sorti son atout, les reçus du restaurant. Ils avaient dépensé $238 pour ce dîner. Du vin à $120 la bouteille. Des amuse-gueules, un plat principal, un dessert, une célébration somptueuse pendant que son fils rongeait son frein dans le parking. Caroline est passée ensuite. Elle a pris la barre avec son ventre proéminent et ses larmes calculées. Elle a parlé de la difficulté de la grossesse, des nausées constantes, du stress d'avoir une belle-mère qui la haïssait et la blâmait pour tout. Elle a dit qu'elle aimait Léo comme s'il était son propre fils, que tout ce qu'il faisait était pour son propre bien. Kate l'a interrogé sur la chambre de Léo. Caroline a expliqué qu'ils avaient besoin de la grande chambre pour le bébé car elle était plus spacieuse et avait une meilleure lumière naturelle, que Léo avait accepté le changement. Kate lui a demandé s'il l'avait consulté avant ou après avoir déménagé ses affaires. Caroline a balbutié. Nous voulions lui faire une surprise. Puis Kate a interrogé sur le pensionnat. Caroline s'est raidie. C'était juste une conversation hypothétique. Nous n'avons jamais rien décidé. Kate a sorti un papier, une brochure pour le pensionnat qu'ils avaient trouvé dans la voiture de David lors de la découverte des faits. Elle était annotée de notes, de prix soulignés, de dates d'inscription entourées. Caroline a essayé de s'expliquer, mais chaque mot l'enfonçait davantage. Le juge a ordonné une suspension de 20 minutes. Pendant ce temps, j'ai vu David discuter vivement avec son avocat. Caroline pleurait dans les toilettes, entourée de sa mère et de ses sœurs qui étaient venues la soutenir. Sarah s'est assise à côté de moi en silence, me tenant la main. Quand nous sommes revenus, la juge Stevens avait une expression grave. Elle a dit qu'elle avait examiné toutes les preuves présentées et que si les parents avaient des droits, ces droits n'étaient pas absolus lorsqu'il y avait des preuves de préjudice émotionnel pour le mineur. Elle a ordonné une évaluation psychologique complète de Léo par un spécialiste neutre. Jusqu'à ce que cette évaluation soit terminée et qu'une autre audience soit tenue, elle m'a accordé la garde temporaire avec un droit de visite supervisé pour les parents 2 fois par semaine dans un centre neutre. David s'est effondré. Il s'est littéralement laissé tomber sur sa chaise, la tête dans les mains. Caroline a crié que c'était injuste, qu'il lui prenait son fils à cause du témoignage d'une femme amère. Le juge l'a averti de modérer son langage ou de faire face à des accusations d'outrage. Nous avons quitté ce tribunal avec une victoire temporaire, mais le poids de ce qui s'était passé m'écrasait la poitrine. J'avais gagné la bataille juridique, mais j'avais perdu mon fils. La façon dont David m'a regardé quand nous avons quitté la salle, avec ce mélange de haine et de douleur, me hanterait pour toujours. Les premières visites supervisées furent déchirantes. Léo était assis sur une chaise au centre de médiation familiale, regardant ses parents comme s'ils étaient des étrangers dangereux. David a essayé d'agir normalement, lui posant des questions sur l'école, sur ses dessins, mais il y avait une raideur dans ses mouvements que Léo a immédiatement détectée. Caroline parlait à peine.
Elle était assise les mains sur son ventre, regardant mon petit-fils avec un mélange de ressentiment et de quelque chose qui aurait pu être de la honte. La superviseure, une femme nommée Holly, prenait des notes sur chaque interaction. Après la 3e visite, elle m'a prise à part et m'a dit quelque chose qui m'a glacé. Eleanor, en 15 ans de métier, je n'ai jamais vu un enfant aussi clairement terrifié de décevoir ses parents. Chaque mot qu'il dit, chaque mouvement qu'il fait est calculé pour ne pas provoquer de rejet. L'évaluation psychologique de Léo a pris 3 semaines. Le docteur Evans, un psychologue pour enfants avec 30 ans d'expérience, a vu Léo 6 fois. Ensuite, il m'a convoqué à une réunion privée avant de soumettre son rapport officiel. Son visage était tendu quand je me suis assise en face de lui. Il m'a dit que Léo montrait des signes clairs de traumatisme émotionnel complexe, d'abandon, d'anxiété, d'hypervigilance, de comportement de complaisance extrême. Dans les séances de thérapie par le jeu, tous les scénarios que Léo créait se terminaient par le personnage enfant étant oublié ou laissé pour compte. Il dessinait sa famille à plusieurs reprises, et dans chaque dessin, il apparaissait plus petit, plus éloigné, plus invisible. Le docteur Evans m'a regardé avec ses yeux fatigués de quelqu'un qui a vu trop de souffrance infantile. Eleanor, cet enfant est convaincu qu'il ne mérite pas d'être aimé. À 9 ans, il a déjà intériorisé que son existence est un problème que ses parents doivent résoudre. J'ai quitté ce bureau et j'ai dû m'asseoir dans ma voiture pendant 20 minutes avant de pouvoir conduire. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes. Et puis j'ai encore pleuré. Mon petit-fils, ce garçon brillant et doux, avait été réduit à un ensemble de mécanismes de survie émotionnelle. Le rapport du docteur Evans fut dévastateur pour David et Caroline. Il recommandait une thérapie familiale intensive, le maintien de la garde chez la grand-mère, et l'élargissement progressif des visites en fonction des progrès en thérapie. La prochaine audience était prévue pour 2 mois plus tard, mais alors tout a changé. Une nuit, 3 semaines après la première audience, j'ai reçu un appel de Sarah à 2 heures du matin. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Entre 2 sanglots, elle a réussi à me dire « Maman, Caroline est à l'hôpital. Elle a perdu le bébé. » Le monde s'est arrêté. Malgré tout, malgré la douleur que cette femme avait causée, j'ai ressenti un pincement de compassion sincère. Perdre un enfant, quelle que soit la manière, est une douleur que je ne souhaite à personne. J'ai demandé à Sarah ce qui s'était passé. Elle m'a dit que Caroline avait commencé à avoir des contractions prématurées cet après-midi-là. Ils l'ont emmenée aux urgences, mais ils n'ont pas pu sauver le bébé. C'était une fille. Ils allaient l'appeler Sophia. David était détruit. Sarah me l'a dit complètement brisée. Il demandait à voir Léo, hurlant son nom entre les larmes. Les médecins lui avaient donné des sédatifs, mais il n'arrêtait pas de répéter qu'il avait besoin de son fils, qu'il avait fait une terrible erreur, qu'il avait compris trop tard. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise dans l'obscurité de ma chambre. Une partie de moi, la partie qui avait été la mère de David pendant 38 ans, voulait courir à l'hôpital et le serrer dans ses bras. Mais une autre partie, celle qui avait vu Léo se briser petit à petit, restait prudente. La douleur n'efface pas la cruauté. Le regret ne défait pas les dégâts. Le lendemain matin, après avoir emmené Léo à l'école sans encore rien lui dire, je suis allé à l'hôpital. J'ai trouvé David dans la salle d'attente au 3e étage, ses vêtements froissés et ses yeux si gonflés qu'ils étaient à peine visibles. Quand il m'a vu, quelque chose en lui s'est complètement effondré. Il s'est levé et est tombé dans mes bras, pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis qu'il était un petit garçon. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste tenu pendant qu'il s'effondrait, murmurant entre les sanglots qu'il était désolé, qu'il avait été un monstre, qu'il avait perdu sa fille et perdait son fils à cause de sa propre stupidité. Il a pleuré jusqu'à n'avoir plus rien, jusqu'à ce qu'il reste tremblant dans mes bras comme un enfant effrayé. Caroline était dans la chambre, sous sédatif. Sa mère m'a regardé avec une haine pure quand je suis entré, mais n'a rien dit. Je me suis approché du lit et j'ai regardé cette femme qui avait causé tant de dégâts. Elle avait l'air petite, fragile, brisée. J'ai touché sa main doucement et lui ai dit que j'étais désolé pour sa perte. Caroline a ouvert les yeux, vitreux à cause des médicaments. Elle m'a regardé pendant de longues secondes avant de chuchoter, « C'est ma punition, n'est-ce pas ? Pour ce que j'ai fait à Léo. Dieu m'a enlevé ma fille parce que je n'ai pas su valoriser le fils que j'avais déjà. » Je ne savais pas quoi répondre. Je ne crois pas en un Dieu qui punit en prenant des bébés. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux,
Une terrible clarté qui vient de la douleur la plus profonde qui me faisait voir une femme confrontant pour la première fois les conséquences de ses propres actions. Les jours suivants furent étranges et douloureux. David m'appelait constamment, demandant des nouvelles de Léo, me suppliant de le laisser le voir. Je lui ai dit qu'il devait attendre, que nous devions d'abord préparer Léo, expliquer ce qui s'était passé d'une manière qui ne lui ferait pas plus de mal. Quand j'ai finalement annoncé à mon petit-fils la perte du bébé, sa réaction m'a surprise. Il n'a pas semblé soulagé, comme certains pourraient s'y attendre. Il a semblé dévasté. Il a commencé à pleurer et m'a dit que c'était sa faute, qu'il avait secrètement souhaité que le bébé ne naisse pas pour que ses parents l'aiment à nouveau, et que maintenant son souhait s'était réalisé, et qu'il était un monstre. J'ai passé 2 heures à lui expliquer que rien de tout cela n'était de sa faute, que les bébés sont perdus pour des raisons médicales que personne ne peut contrôler, que ses pensées n'ont pas ce pouvoir. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'une nouvelle couche de culpabilité s'était ajoutée à tout le poids qu'il portait déjà. Cette nuit-là, j'ai appelé le docteur Evans. Je lui ai expliqué la situation et il m'a conseillé de faire venir Léo pour une séance d'urgence. Pendant cette séance, à laquelle le médecin m'a permis d'assister, Léo a avoué quelque chose qui m'a brisé. Si je n'avais pas été méchant, si j'avais été un meilleur fils, peut-être que papa et maman Caroline n'auraient pas été si stressés. Peut-être que le bébé serait encore en vie. Le docteur Evans a travaillé avec lui pendant 1 heure, expliquant avec une patience infinie comment le corps fonctionnait réellement, comment les bébés sont perdus, comment rien de ce qu'il pensait, ressentait ou faisait n'avait d'effet sur ce qui s'était passé. Mais même en partant de là, je pouvais voir que Léo n'était pas complètement convaincu. 1 semaine après la perte, Sarah est venue me voir avec une proposition de David. Il voulait me parler, à Léo et à moi, ensemble chez moi, sans avocat, sans superviseur, juste en famille. Sarah m'a supplié d'accepter, elle m'a dit que David avait vraiment changé, qu'il avait touché le fond et enfin ouvert les yeux. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'ai parlé à Kate, qui m'a averti que tout ce qui serait dit lors de cette réunion pourrait être utilisé au tribunal plus tard. J'ai parlé à Holly, la superviseure, qui a dit que cela pourrait être bénéfique si c'était géré correctement. Et finalement, j'ai parlé à Léo. Mon petit-fils avait peur, mais aussi autre chose. L'espoir. Cet espoir dangereux que les enfants ont que leurs parents les verront enfin, les aimeront, les choisiront. Je lui ai demandé s'il voulait voir son père ici à la maison où il se sentait en sécurité. Léo a hoché la tête. David est arrivé un mardi après-midi. Il est venu seul comme nous l'avions convenu. Caroline était toujours au lit, se remettant physiquement, mais émotionnellement détruite selon Sarah. Mon fils avait l'air 10 ans plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Il avait les cheveux gris aux tempes, des rides profondes autour des yeux, et une posture voûtée comme s'il portait le poids du monde. Léo l'attendait dans le salon, assis au bord du canapé, les mains serrées entre les genoux. Quand David est entré, il y a eu un moment de silence absolu où père et fils se sont regardés à travers un abîme qui semblait infranchissable. David s'est agenouillé devant Léo. Les larmes coulaient déjà sur son visage avant qu'il ne dise un seul mot. « Mon fils » a-t-il commencé d'une voix brisée. « J'ai été le pire père du monde. Je t'ai manqué de toutes les manières possibles. Je t'ai fait te sentir invisible alors que tu es la chose la plus importante qui me soit arrivée dans la vie. » Léo l'a regardé avec de grands yeux, sans ciller. Comme s'il craignait que tout mouvement ne brise le moment. David a continué, « J'ai perdu ta petite sœur, et cette douleur est terrible. Mais j'ai réalisé quelque chose. Pendant des mois, je te perdais aussi. Je te repoussais, te faisant sentir qu'il n'y avait pas de place pour toi dans notre vie. Et ça, mon fils, c'est pire que toute autre perte parce que c'était mon choix. C'était mon erreur. » Léo a commencé à trembler. Tout son petit corps a été secoué par des sanglots réprimés qui ont finalement éclaté comme un torrent. David l'a serré dans ses bras et ils ont tous les deux pleuré ensemble pendant ce qui a semblé des heures, mais n'était que des minutes. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, le visage baigné de larmes, regardant mon fils enfin se réveiller du cauchemar qu'il avait lui-même créé. Quand ils se sont finalement calmés, David s'est assis par terre devant Léo et a pris ses mains. « Je veux te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quand tu es né, j'avais tellement peur. Peur de ne pas être un bon père. Peur de ne pas savoir prendre soin de toi. Peur de te décevoir. Et ta grand-mère était là pour m'apprendre, pour m'aider. Tu étais le plus beau bébé que j'ai jamais vu, et je t'ai aimé dès la première seconde. »
Léo a écouté avec une attention absolue ces mots, nourrissant une faim émotionnelle qui avait grandi pendant des mois. David a continué. Mais à un moment donné, j'ai cessé d'écouter mon propre cœur et j'ai commencé à écouter de mauvaises voix. J'ai laissé quelqu'un me convaincre que t'aimer signifiait te durcir, te préparer à la douleur, et c'était un terrible mensonge. J'ai demandé de mon côté s'il voulait dire autre chose à propos de Caroline. David s'est tourné vers moi et a hoché la tête lentement. Il s'est de nouveau adressé à Léo. Ta maman Caroline est malade, mon fils. Pas malade du corps, bien qu'elle souffre aussi physiquement. Elle est malade du cœur. Elle a répété avec nous la même douleur qui lui a été causée quand elle était enfant parce qu'elle croyait que c'était la bonne façon d'élever. Mais elle s'est trompée. Nous nous sommes trompés. Léo a demandé d'une petite voix. Elle me déteste. David a secoué la tête fermement. Non, mon fils. Elle a peur. Peur de ne pas être assez. Peur de te perdre. Et cette peur l'a poussé à prendre des décisions horribles. Mais de la haine? Non. Jamais de la haine. Mon petit-fils a traité chaque mot avec cette gravité qu'un enfant de 9 ans ne devrait jamais avoir. Finalement, il a demandé ce qui l'avait tourmenté. Le bébé est-il mort à cause de moi? Parce que je ne voulais pas qu'elle naisse. David l'a tiré vers lui d'urgence. Non, non, non. Écoute-moi bien, Léo. Les bébés sont perdus pour des raisons médicales que les médecins ne peuvent même pas expliquer complètement. Tes pensées, tes sentiments n'ont pas le pouvoir de faire arriver ces choses. Ce qui est arrivé à ta petite sœur n'a absolument rien à voir avec toi. J'ai alors expliqué avec des mots simples mais honnêtes ce que les médecins avaient dit, que Caroline avait eu des complications avec le placenta, quelque chose qui peut arriver dans n'importe quelle grossesse. Quel que soit le stress ou les émotions. Que même si tout avait été parfait à la maison, le bébé aurait pu être perdu de toute façon. Léo a écouté, et bien que je vis qu'il y avait encore des doutes dans ses yeux, une partie de ce terrible poids semblait se soulever. David est resté avec nous cet après-midi-là. Nous avons dîné ensemble, quelque chose de simple que j'ai préparé pendant qu'il parlait dans le salon. J'ai entendu des fragments de leur conversation. David racontant à Léo ses propres peurs, comment il avait échoué, comment il voulait être meilleur. Léo posant des questions prudentes, toujours peur de dire quelque chose de mal, mais commençant lentement à s'ouvrir. Quand David est parti cette nuit-là, il a serré Léo dans ses bras pendant longtemps. Il lui a promis qu'il reviendrait, qu'ils parleraient davantage, qu'ils travailleraient ensemble pour réparer ce qui avait été brisé. Léo a hoché la tête, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un espoir sincère dans ses yeux. Après le départ de David, Léo m'a demandé s'il pouvait croire son père, si les promesses cette fois étaient réelles. Je lui ai dit la vérité, que je ne savais pas avec certitude, que nous devrions attendre et voir, mais que les gens peuvent parfois changer quand ils comprennent enfin le mal qu'ils ont causé. Que son père semblait vraiment différent, mais que le temps nous montrerait si ce changement était permanent. Les semaines suivantes ont apporté d'autres surprises. Caroline a demandé à me voir. Sarah m'a appelé pour me transmettre le message, me disant que sa belle-sœur voulait me parler seule, sans David, sans avocat. J'ai hésité pendant des jours. Une partie de moi ne voulait pas être dans la même pièce que cette femme. Mais une autre partie, celle qui avait vu sa douleur à l'hôpital, a senti que j'avais besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Je suis allé chez elle un vendredi matin. Je l'ai trouvée dans le salon, toujours fragile, vêtue de vêtements gris amples. Elle avait coupé ses cheveux courts, comme si elle avait voulu se débarrasser de quelque chose. Quand elle m'a vu, elle n'a pas essayé de sourire ou de jouer un rôle. Elle m'a juste fait signe de m'asseoir. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne parle. Quand elle a finalement parlé, sa voix était différente, dépouillée de cette dureté qu'elle avait toujours eue. Éléanore, je ne vais pas vous demander pardon parce que je sais que je ne le mérite pas. Pas après ce que j'ai fait à Léo. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Elle m'a raconté son histoire, quelque chose qu'elle n'avait jamais complètement partagé. Elle a grandi en étant l'aînée dans une famille où l'amour était conditionnel et rare. Quand sa sœur cadette est née, ses parents l'ont traitée exactement comme elle avait traité Léo. Ils l'ont rendue invisible, lui ont pris sa chambre, lui ont dit qu'elle était grande et n'avait pas besoin d'attention. Ils lui ont appris que l'amour était une ressource limitée qui devait être constamment méritée. J'ai grandi en croyant que c'était normal, a-t-elle dit d'une voix brisée.
J'ai grandi en pensant qu'être forte signifiait ne pas avoir besoin d'amour, que demander de l'attention était une faiblesse. Et quand je suis tombée enceinte de Sophia, tout ce poison que je portais en moi est sorti. J'ai projeté sur Léo tout ce que mes parents m'ont fait. Convaincu que je le préparais à la vie. Je lui ai demandé si elle réalisait ce qu'elle avait fait. Caroline a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Et je réalise que je suis devenue ma mère, la personne même que j'avais juré de ne jamais être. Elle m'a dit qu'elle était en thérapie 2 fois par semaine, que son thérapeute l'avait diagnostiquée avec des traumatismes d'enfance non résolus et des schémas parentaux dysfonctionnels hérités, qu'elle avait un long chemin à parcourir. Mais qu'elle voulait le parcourir si Léo pouvait un jour lui pardonner. Je lui ai demandé ce qu'elle attendait de moi. Caroline m'a regardé droit dans les yeux. Rien. Je n'attends rien. Je voulais juste que vous sachiez que vous aviez raison sur tout, que j'ai été cruel envers votre petit-fils, et que si vous décidez que je ne m'approche plus jamais de lui, je comprendrai. Mais s'il y a une possibilité, un jour lointain, de pouvoir réessayer, je promets que je serai différente. J'ai quitté cette maison avec des sentiments mitigés. J'avais vu une douleur sincère chez Caroline, un véritable regret, mais je savais aussi que le regret n'efface pas les dommages. Que Léo se réveillait encore avec des cauchemars, qu'il tremblait encore quand quelqu'un élevait la voix, qu'il s'excusait encore compulsivement pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. J'ai raconté à Kate les 2 conversations. Elle m'a averti que la 2e audience était prévue dans 3 semaines, et que je devais décider ce que je voulais demander. Garde permanente, garde conjointe progressive, donner à David et Caroline une chance de prouver leur changement. J'ai parlé au docteur Evans, qui avait continué à voir Léo chaque semaine. Il m'a dit que mon petit-fils s'améliorait lentement, que les cauchemars avaient diminué, qu'il commençait à parler plus ouvertement en thérapie, mais il m'a également averti que Léo était extrêmement vulnérable, qu'un autre rejet pourrait détruire les progrès que nous avions réalisés. La nuit précédant la 2e audience, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, révisant chaque décision, chaque moment qui nous avait amenés ici. J'ai pensé à Léo dormant paisiblement dans la pièce voisine, quelque chose qu'il n'avait pas pu faire chez ses parents pendant des mois. J'ai pensé à David, brisé mais apparemment réveillé pour la première fois depuis des années. J'ai pensé à Caroline, affrontant ses propres démons avec une douleur qu'elle commençait tout juste à gérer. Je suis entré à l'audience avec une décision prise. Kate m'avait préparé à divers scénarios, mais au final, seul moi pouvais savoir ce qui était juste. La juge Stevens est entrée et nous nous sommes tous levés. David et Caroline étaient assis ensemble, mais avec une distance notable entre eux, comme s'ils ne savaient plus comment être proches l'un de l'autre. Le docteur Evans a présenté son évaluation de suivi. Il a parlé des progrès de Léo, mais aussi de sa fragilité continue. Il a décrit comment mon petit-fils surveillait constamment les expressions faciales des adultes, cherchant des signes de rejet, comment il s'excusait excessivement, comment son estime de soi restait dangereusement basse. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé directement le juge. Je lui ai dit que je ne voulais pas la garde permanente, que malgré tout, David était le père de Léo et méritait une chance de prouver que son changement était réel. Mais j'ai établi des conditions claires, une thérapie familiale obligatoire 2 fois par semaine, des visites commençant supervisées et s'étendant progressivement selon les progrès, et que Léo vive avec moi au moins pendant les 6 prochains mois pendant qu'il reconstruisait leur relation. J'ai aussi demandé autre chose. J'ai regardé Caroline et lui ai dit qu'elle devait poursuivre sa propre thérapie individuelle avant de pouvoir être seule avec Léo, qu'elle devait démontrer par des actions, et pas seulement par des mots. Qu'elle avait fait le travail nécessaire pour ne pas répéter les schémas qui avaient causé tant de mal. Caroline s'est levée, ce à quoi personne ne s'attendait. Elle a demandé au juge la permission de parler, et quand elle l'a obtenue, elle s'est tournée vers moi. Éléanore, j'accepte tout ce que vous demandez. Plus que ça, je vous remercie de ne pas me fermer complètement la porte. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je promets que je travaillerai chaque jour pour devenir quelqu'un en qui Léo pourra de nouveau avoir confiance. David a également pris la parole. Il a dit au juge qu'il était d'accord avec toutes mes conditions, qu'il comprenait qu'il avait perdu le droit d'exiger quoi que ce soit, et que la seule chose qu'il demandait était l'occasion de vraiment connaître son fils, non pas le garçon effrayé qu'il avait créé avec ses erreurs. Mais l'être humain réel qui avait désespérément essayé de gagner un amour qui aurait dû être inconditionnel dès le début. Le juge a délibéré pendant une suspension de séance. Ces 30 minutes furent éternelles. Sarah s'est assise à côté de moi, me serrant la main.
Je pouvais voir David et Caroline de l'autre côté de la pièce, lui, la tête dans les mains, elle, regardant dans le vide avec une expression perdue. Quand le juge est revenu, son verdict fut clair et ferme. Elle m'a accordé la garde principale temporaire pendant 6 mois avec une révision obligatoire à la fin de cette période. David et Caroline auraient des visites supervisées 2 fois par semaine pendant le premier mois, s'étendant progressivement selon le rapport du thérapeute familial. Caroline ne pouvait pas être seule avec Léo tant que son thérapeute individuel n'avait pas certifié par écrit qu'elle avait suffisamment travaillé sur ses propres traumatismes. Elle a également ordonné quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, que David suive des cours de parentalité positive et que les 2 parents participent à un groupe de soutien pour les parents qui avaient commis de graves erreurs avec leurs enfants. Le juge a dit quelque chose qui m'est resté. L'amour ne suffit pas quand il est mêlé à la douleur. Ses parents doivent apprendre qu'aimer signifie aussi protéger, élever et placer les besoins émotionnels de l'enfant au-dessus de leur propre confort. Nous avons quitté ce tribunal avec quelque chose auquel aucun de nous ne s'attendait. Vraiment, une chance. Ce n'était pas une fin heureuse. Ce n'était à peine que le début d'un long et douloureux chemin vers la guérison, mais c'était quelque chose. Les mois suivants furent compliqués, mais pleins d'espoir. Les premières visites supervisées furent tendues, Léo restant toujours prudent, mesurant chaque mot. Mais lentement, très lentement, j'ai commencé à voir des changements. David a appris à écouter au lieu de parler. Caroline a appris à s'asseoir en silence avec le malaise d'avoir causé du tort sans essayer de se justifier immédiatement. En thérapie familiale, à laquelle j'assistais aussi parfois, Léo a commencé à exprimer sa douleur d'une manière qu'il n'avait jamais pu faire auparavant. Il a crié à son père qu'il l'avait fait se sentir invisible. Il a dit à Caroline qu'il avait eu peur d'elle pendant des mois. Et tous les deux, au lieu de se défendre, l'ont écouté. Ils ont pleuré avec lui. Ils ont demandé pardon sans mais ni excuse. Il y a eu des revers bien sûr, des moments où Léo s'est refermé, où de vieilles blessures se sont rouvertes. Un après-midi, David est arrivé 10 minutes en retard à une visite et Léo a fait une crise de panique, pensant qu'il l'avait encore oublié. Il a fallu des heures pour le calmer. Mais David n'a pas abandonné. Il est arrivé en avance à chaque visite suivante. Il a appelé Léo tous les soirs à la même heure pour lui dire bonne nuit. De petites actions cohérentes qui ont lentement reconstruit la confiance brisée. Caroline a travaillé plus dur que ce que j'espérais. Sa thérapeute m'a contacté après 3 mois pour me dire qu'elle avait constaté de réels progrès, que Caroline avait commencé à gérer les traumatismes de sa propre enfance et à comprendre comment elle les avait perpétués. Quand elle a finalement eu sa première visite seule avec Léo 4 mois après l'audience, j'étais terrifié. Mais quand j'ai récupéré Léo 2 heures plus tard, il m'a surprise. Caroline n'avait pas essayé d'agir comme si rien ne s'était passé. Au lieu de cela, elle s'est assise avec lui et a dit « Je ne sais pas encore comment être une bonne belle-mère, mais je veux apprendre. Veux-tu m'apprendre ce dont tu as besoin de ma part ?» Et Léo, avec cette bravoure que les enfants ont quand ils se sentent enfin en sécurité, lui a dit la vérité. « J'ai besoin que tu ne me laisses pas de côté. J'ai besoin que tu ne me fasses pas me sentir de trop. » Le moment de l'examen des 6 mois est arrivé. Le docteur Evans a présenté un rapport positif mais prudent. Léo s'était considérablement amélioré. Moins de cauchemars, de meilleurs résultats scolaires, plus de confiance, mais il avait toujours besoin de la stabilité de ma maison comme base sécurisée. Le juge a pris une décision salomonique. Elle maintiendrait la garde principale avec moi, mais Léo commencerait à passer des week-ends complets avec ses parents, s'étendant éventuellement à des semaines alternées si tout continuait bien. David et Caroline ont accepté sans protester. Maintenant, presque 1 an après ce jour horrible où Léo est arrivé en pleurant chez moi, les choses sont différentes. Non pas parfaites. Elles ne seront jamais parfaites. Les cicatrices ne disparaissent pas complètement. Mais Léo sourit davantage. Il joue avec ses amis sans cette ombre constante d'anxiété. Et surtout, quand il est avec ses parents, il ne marche plus sur des œufs. David m'a demandé pardon il y a 2 mois. Une nuit, après m'avoir déposé Léo, il m'a dit « Maman, je suis devenu tout ce que tu m'as appris à ne pas être, et tu as dû sauver mon fils de moi. Je ne pourrai jamais assez te remercier de ne pas avoir abandonné aucun de nous. » Sarah et moi avons également reconstruit notre relation. Elle a admis qu'il avait été plus facile de croire la version confortable de l'histoire que de faire face au fait que son frère blessait son neveu. Maintenant, elle nous rend souvent visite et est une tante présente et aimante. Caroline travaille toujours sur elle-même.
Il y a des jours où je vois qu'elle lutte contre ses propres schémas, contre cette voix intérieure qui lui dit que l'amour doit être mérité. Mais la différence est que maintenant elle reconnaît cette voix et choisit de ne pas lui obéir. Elle m'a remercié plusieurs fois de ne pas lui avoir complètement retiré l'occasion de faire partie de la vie de Léo. L'autre soir, Léo faisait ses devoirs à ma table de cuisine quand soudain il a levé les yeux et m'a demandé « Mamie, tu penses que papa a vraiment changé ou qu'il fait juste semblant ?» Je lui ai dit la vérité, que je pense que ton père s'est réveillé d'un cauchemar qu'il a lui-même créé. Qu'il travaille dur pour être meilleur, mais que c'est normal que tu aies encore des doutes. Que la confiance se reconstruit lentement, pas à pas. Léo a hoché la tête et est retourné à ses devoirs. Mais quelques minutes plus tard, il a dit quelque chose qui m'a rempli d'espoir. Je pense qu'un jour je pourrai de nouveau vivre avec eux. Mais j'aime aussi vivre ici avec toi. On peut rester comme ça encore un peu. Je lui ai promis qu'aussi longtemps qu'il en aurait besoin, ma maison serait sa maison. Que jamais plus il n'aurait à se demander s'il y avait de la place pour lui parce qu'il y en aurait toujours, toujours. Cette histoire n'a pas une fin parfaite parce que la vraie vie n'en a pas. Elle a un présent imparfait où un garçon de 10 ans apprend à faire confiance à nouveau. Où un père apprend à être vraiment un père. Où une belle-mère affronte ses propres démons. Et où une grand-mère de 66 ans a appris que parfois aimer signifie se battre, signifie rester ferme même quand on vous traite de fouine, signifie tout risquer pour protéger celui qui ne peut pas se protéger seul. Léo a encore de mauvais jours. Il y a encore des moments où la peur revient. Mais maintenant, il a quelque chose qu'il n'avait pas avant. Il a la certitude qu'il y a au moins un endroit dans le monde où il est aimé sans condition. Où son existence n'est pas un problème à résoudre, mais un cadeau à célébrer. Et cette certitude, plus que n'importe quelle décision de justice ou séance de thérapie, est ce qui le guérira finalement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que nous affronterons tout ce qui vient ensemble avec honnêteté, avec patience, et avec le genre d'amour qui ne se brise pas parce qu'il n'aurait jamais dû avoir de condition du cœur.